Rebonjour, chers amis des lames. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, on poursuit notre série de reprises avec un couteau que moi je trouve qu'on l'oublie souvent, ce couteau-là, chez Spyderco. C'est vraiment un couteau qui sort assez de l'ordinaire dans leur gamme. Il n'y en a pas d'autres qui proposent ce mécanisme-là, à ma connaissance, là, de billes flottantes. En tout cas, c'est assez spécial. Et c'est un couteau quand même qui est intéressant. Donc, c'est le Spyderco Manix 2. Alors, pour des fins de comparaison de taille, je vous le mets ici avec le très connu rat numéro 1. On peut voir c'est un couteau pleine grandeur, le Manix, là, mais c'est légèrement plus petit qu'un rat, qui est un très grand couteau. Et vous l'avez ici avec le vénérable Spyderco Tenacious. Alors, c'est légèrement plus grand qu'un Tenacious, mais plus petit qu'un rat numéro 1. Alors, ça, c'était pour mes comparaisons de taille. Si on y va avec les spécifications et les informations générales sur le Spyderco Manix 2, c'est un couteau, comme je vous dis, qui est pleine grandeur. C'est 8,03 pouces ou 20,4 cm, ce couteau-là. Il y a quand même 3,37 pouces de lame ou 8,6 cm. Et c'est lourd, hein, un Manix. Vous allez voir, je vais y revenir. Il y a une version light que je ne vous recommande pas du tout. Mais cette version-ci, c'est la version avec les pleins montants. C'est d'une force prodigieuse, mais c'est pesant. C'est 4,89 onces ou 137 grammes. L'acier CPM S30V, excellent. C'est la lame en forme de feuille, si vous voulez, là, de Spyderco. L'ouverture, ça se fait toujours via le fameux trou de pouce de Spyderco, fonctionne très 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 bien. Et la particularité vraiment, c'est le mécanisme de verrouillage. Donc ici, c'est un mécanisme que Spyderco appelle à billes flottantes. Il y a une petite pièce ici là, en plastique, là, je vais y revenir, et qui rentre dans un ressort. Et ce ressort-là, il y a une bille là, qui vient faire le mécanisme de fermeture. C'est extrêmement puissant comme mécanisme. Ça vous laissera jamais tomber, là, à moins de briser cette petite pièce-là ici en plastique, là. Mais c'est quand même très résistant et je vous dirais que c'est très fluide, là. C'est un excellent mécanisme. Je ne comprends pas pourquoi on l'exploite pas plus, ce mécanisme-là. Il doit avoir certainement, je pense qu'on peut le voir ici à l'intérieur, là. Il doit avoir une raison. Je crois que c'est un mécanisme qui est très lourd. Ça alourdit le couteau beaucoup. Donc, je sais pas, il doit y avoir des raisons, peut-être un coût assez élevé de production aussi, mais bref, ce mécanisme-là que tout le monde trouvait très très bon quand ça a sorti, il n'y a pas grand monde Spyderco, eux autres mêmes, ne l'ont pas utilisé après dans d'autres modèles. Matériau de manche, celui-là est en G10. Hein, c'est des rondelles de bronze, comme toujours chez Spyderco. Vous avez une épaisseur de lame à 0,125 pouces ou 3 mm. Vous avez une épaisseur de manche à 0,43 pouces ou 11 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, ici, fait 1,73 pouces ou 44 mm. Le clip, alors c'est toujours le clip que je n'aime pas beaucoup, là, qu'on appelle le spoon type clip, de type cuillère, si vous voulez, de Spyderco. Ce n'est pas un clip de port profond, comme vous pouvez voir. Il y a une partie de couteau qui dépasse, là. C'est pas aussi horrible que sur le Para 3, mais vous avez toujours cet affreux trou de lanière là, que Spyderco s'acharne à mettre sur tous ses couteaux. Et le clip est réversible. Alors, c'est un couteau qui est pleinement, mais pleinement ambidextre. Ce couteau-là, le Manix 2, est fait aux États-Unis. C'est un couteau qui est fait à Golden, Colorado. C'est même marqué sa lame, le Golden Colorado USA Earth. Alors, on ne peut pas être plus sûr, là, c'est fait aux États-Unis.
Et c'est un design de Eric Glesser, qui est le fils du fondateur Sal Glesser. C'est lui le grand patron maintenant chez Spyderco. Son père est très très âgé, là. Et ça existe, le Manix, depuis 2009. Donc c'est pas une jeunesse. C'est un couteau qui a 16 ans, là. Ce couteau-là, moi, je l'ai payé il y a environ 2 ans et demi dans une vente, je crois pas qu'il était pour l'Halloween, là. Je l'ai payé 173 et aujourd'hui, j'ai regardé avant de faire la vidéo, croyez-le ou non, ça se vend 250. Donc, une augmentation très, très importante du prix. Alors, comme je vous dis, au niveau du design, c'est Eric Glesser, 2009. Donc, c'est peut-être son design le plus connu, là. Et c'est un couteau tactique, hein, c'est sûr. Ça, c'est extrêmement puissant, ce couteau-là. C'est un couteau qui est iconique. C'est d'une force prodigieuse dans cette version-ci et non pas la version light encore. Moi, je trouve que, bon, on l'aime ou on n'aime pas, c'est pas reconnu comme le plus beau couteau de Spyderco, là, mais c'est certainement un des plus puissants, par contre. Mais au niveau du design, moi, je trouve ça assez ordinaire, si vous voulez, mon impression personnelle. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors, manche en G10, AC CPM S30V, les rondelles de bronze, vous avez le clip qui est réversible. C'est un couteau qui a des pleines doublures là, et qui est fait comme un tank, là, vraiment très fort. Et vous avez ce fameux mécanisme-là de verrouillage qui on appelle à bille flottante, si vous voulez. C'est un mécanisme breveté en passant, là. Au niveau de j'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux. Au niveau de l'assemblage présentation, ben, la présentation, comme on fait toujours chez Spyderco, on passe ça très vite parce que c'est minimal. La petite boîte rouge, là, bon, pas trop élaboré. Au niveau de l'assemblage, par contre, c'est sans reproche. C'est un couteau qui est extrêmement solide, une puissance, je vous dirais. La lame, elle est parfaitement centrée, donc c'est vraiment très très bien. Mais ce n'est pas le cas, encore une fois, de la version light qui a eu beaucoup de critiques, cette version-là. Donc, elle est moins pesante, mais aussi bien moins forte et il y a beaucoup de problèmes. J'y reviendrai. Au niveau de l'assemblage présentation, j'ai mis un 9 sur 10. C'est sûr que l'assemblage est vraiment là, sans reproche. L'action, ben ça, c'est sa grande force. C'est une action très, très fluide. Regardez comment c'est facile, l'action à une main. Le mécanisme de verrouillage est vraiment très, très efficace et très puissant. Et vous avez aussi le côté sécuritaire. Hein? C'est très, très sécuritaire. C'est pleinement ambidextre. Donc, vraiment, pour ce qui est de l'action, là, c'est vraiment le point fort de ce couteau-là avec sa force. La puissance au niveau des opérations. Donc, c'est 9.5 sur 10 pour l'action. Le poids, ben, c'est lourd, hein, c'est un peu lourd. Bon, il n'y a pas eu de squelettisation à l'intérieur du tout de ce couteau-là. Peut-être, comme je vous dis, que le mécanisme aussi entraîne un poids un peu plus élevé. Là, c'est très, très robuste. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. Au niveau de l'ergonomie, c'est un autre de ses grandes forces. C'est exceptionnel, tout simplement. On parle d'un couteau, là, on est aussi confortable en position régulière qu'en position avancée. Il y a de la dentelure et ça se compare beaucoup là, à l'ergonomie d'un PM2, ce couteau-là. C'est vraiment fameux, là. C'est probablement un des couteaux les plus confortables sur le marché pour travailler fort, parce que c'est un couteau qui est fait pour travailler très, très, très fort, le Manix. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour l'ergonomie. C'est une référence dans l'industrie, le Spyderco Manix, au niveau de l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est un couteau tactique. Hein, c'est pour des usages intensifs, comme je vous disais. Ça ne gagnera pas un concours de beauté, à mon avis. Par contre, c'est un couteau de grande qualité. Là. Je veux dire,
on aurait pu, on pourrait dire que peut-être un manche, disons, en fibre de carbone ou en titane améliorerait le look, là. Par contre, démonter ce couteau-là, c'est pas facile. Alors, moi, je me risquerais pas, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils ont eu des gros problèmes quand ils ont démonté ce couteau-là avec le mécanisme. Il ne faut surtout pas perdre la petite bille puis un ressort. C'est très dangereux, disons, pour égarer des morceaux. Alors, au niveau de l'aspect général, j'ai mis un 8 sur 10, un 8,5 sur 10, mais ça demeure très subjectif. Le prix, ben, comme je vous dis, moi, j'ai payé un prix raisonnable à 173, ça fait 2 ans et demi, mais là, écoutez, là, c'est rendu à 250. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, là. Ils vont-tu monter ça à 500 pièces à un moment donné, en tout cas, parce que c'est rapide, là. Moi, en 2 ans et demi, passer de 173 à 250, là, faites le calcul vous-même. Donc, moi, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le prix que moi, j'ai payé, mais à 250, j'aurais pas acheté ce couteau-là, certainement pas. Donc là, le 8,5 pour le prix. La valeur, ben, elle est très, très, très élevée. C'est un couteau iconique. Le prix est très, très à la hausse de ce couteau-là. Puis, bon, est-ce qu'il probablement qu'il sera encore en production dans 10 ans, là? J'ai mis un 9,5 sur 10 pour la valeur. La note globale, ça me donne un 8,94, donc c'est un excellent achat sur 10 aux portes de l'excellence. Bon, alors le principal inconvénient de ce couteau-là, c'est son poids. Hein. Si vous en tout cas, peut-être qu'il y a des gens ça ne dérange pas, mais je vous jure que vous le ressentez dans le fond de votre main. C'est quand même lourdeau. Donc, c'est un couteau qui, oui, si vous voulez faire des choses très dures, vous êtes allé en forêt, c'est un excellent choix. Lui, il est très, très puissant, ce couteau-là. Donc, ça ne vous laissera jamais tomber. Par contre, c'est pas le plus beau, là, en termes d'esthétique. Et comme je vous dis, méfiez-vous de la version light, qui est moins cher, qui est à peu près 200 $, mais c'est un manche en FRN, en plastique, et ils ont tellement voulu enlever de poids que c'est loin d'avoir la force de celui-là. Et c'est un couteau, comme on dit, qui est pin-in. Alors, c'est que vous ne pouvez pas démonter ce couteau-là. C'est un couteau qui n'a pas de vis, là, finalement. C'est des pins qui sont posés sous pression. Moi, je déteste ce genre de couteau-là. Jamais j'achèterai un couteau comme ça. Et moi, je ne vous le recommande pas, en tout cas, ce couteau-là. Donc, peut-être qu'il y a eu des améliorations. Là, remarquez bien, moi, mes données datent déjà d'un certain moment. Là, ce que j'avais lu sur ce couteau-là, le Manix Lite, là, beaucoup, beaucoup de critiques au sujet du Manix Lite. Donc, si vous voulez acheter un Manix, c'est celui-là, autrement dit, là, qui est le meilleur achat. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine, le Spyderco Manix 2. La prochaine vidéo, on va revenir à nos vidéos duels, si vous le voulez bien. Donc, je vais vous faire quelques vidéos duels et ça va être le artisan cotellerie Holmes qui va affronter... bon, alors, c'est parce que je veux vous dire que je m'en rappelle plus. Là. Donc, c'est le 11 contre... Alors, le 11 contre le Vosteed Raccoon Aluminium dans sa version aluminium. Alors, excusez-moi pour le délai, là. J'avais un blanc. Alors, ça sera pour... puis je vais vous en faire quelques-unes là, des vidéos de duel. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a été utile, cette vidéo-là, sur le Manix 2. Spyderco. Alors, continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt. Salut!